Bonjour, cette petite vidéo est à destination des ambassadeurs et des veilleurs d'InnoScherche qui souhaitent utiliser une méthodologie, un cadre, pour comprendre, concevoir et réaliser des événements. La méthodologie que nous utilisons est décrite dans un livre qui s'appelle l'Event Design Handbook, un livre qui a été coécrit par trois Néerlandais. Ces Néerlandais sont Denis, qui est un dessinateur, spécialiste de l'accompagnement des groupes de travail, de co-idéation, co-design, co-conception. Il utilise une méthodologie relativement simple et très puissante qui s'appelle le visual thinking et qui permet à chacun d'utiliser les visuels pour s'assurer que les idées sont bien capturées, bien comprises par l'ensemble des intervenants dans un groupe de travail. Ces deux compères, Roel et Ruud, sont des professionnels de l'événementiel, des gens qui travaillent depuis des années sur des problématiques de réalisation d'événements. Pour eux, un événement peut être un rendez-vous client, ça peut être une conférence, ça peut être un lancement de produit, ça peut être un voyage. L'ensemble de ces événements doit pouvoir être décrit d'une certaine manière, organisé, compris par l'ensemble de ceux qui travaillent sur l'événement, conçu et passer en mode réalisation de manière la plus efficace possible. Pour cela, ils ont posé à plat ce qu'ils appellent le Event Design Canvas, que je vais vous décrire dans un instant. Ça s'inscrit dans une méthode qui est désormais disponible par le biais du livre, Event Design Handbook, mais également par deux sites internet, qui sont l'un une concentration de professionnels de l'événementiel qui partagent des bonnes pratiques et qui sont disponibles en ligne sur eventcanvas.org. Le second site web qui est beaucoup plus connecté au livre et qui fournit un certain nombre de ressources pour pouvoir mettre en pratique ce qui est exposé dans le livre, la méthodologie qui est exposée, qui est présentée, c'est le site internet eventmodelgeneration.com. La méthodologie présentée dans le livre est exécutable en trois étapes. La première étape consiste à considérer qu'un événement, quel qu'il soit, a pour but de générer un changement. Par exemple, cet événement, qui peut être un lancement produit, qui peut être une conférence, vise à ce qu'un certain nombre de participants à l'événement disposent d'un état d'être, d'un état d'action en amont de l'événement, et que l'événement a pour but de changer cet état d'être, cet état de pensée, cet état d'agir, pour les amener dans une autre dimension à l'issue de l'événement. En partant de ce principe, la première phase va consister à travailler sur l'ensemble des intervenants, des participants possibles par rapport à un événement, à mettre en place une grille de lecture et de sélection pour pouvoir choisir les plus importants par rapport à l'événement de ces participants, à travailler ensuite sur le principe de la cartographie d'empathie, où on va se projeter dans la manière de penser, la manière d'agir, ce que les gens voient, etc., pour chacun des participants, de manière à poser à plat le premier ensemble de composants qui sont les intervenants principaux, les participants principaux par rapport à l'événement, le choix de ces participants principaux et leur état d'esprit en amont de l'événement et celui que nous souhaitons qu'ils aient en aval de l'événement, ce qui permettra ensuite de se concentrer sur le contenu de l'événement qui doit donc générer un changement. Pour cela, la méthode utilisée, qui est décrite à l'intérieur du livre, prend un certain nombre d'exemples, dont celui qui est représenté ici d'un point de vue visuel est l'organisation d'un trip pour monter en haut de l'Everest et redescendre. Autrement dit, toutes les étapes qui sont nécessaires pour que cet événement qui est je pars monter, je pars en alpinisme pour gravir l'Everest, redescendre de l'Everest et rentrer chez moi, tel que défini sur la partie droite du graphisme en point numéro 1, le but, the aim, on va en fait le représenter, le représenter de façon à pouvoir lister l'ensemble des intervenants, des participants par rapport à cet événement. C'est ce qui est sur la partie gauche de ce tableau, les Stakeholders Long List, où on va représenter tous ceux qui sont en interaction avec l'événement « Je vais monter en haut de l'Everest et redescendre et rentrer chez moi ». Pour cela, on va poser à plat des post-it ou bien noter l'ensemble des intervenants possibles et on va ensuite les trier selon une grille de lecture qui est celle représentée au centre de l'image en fonction de leur intérêt par rapport à l'événement et de leur
power, de leur puissance, de leur niveau d'interaction par rapport à l'événement. À savoir, le but est d'arriver à positionner sur les 4 cases qui sont représentées ici, les différents intervenants que l'on a listés, les différents participants qui ont été listés, et de savoir à quel point il faut se concentrer sur ces participants, ou bien à quel point il faut interagir avec eux, mais il faut simplement organiser l'interaction, ces différents participants n'étant pas forcément clés sur la réalisation de l'événement. Donc par exemple, pour le cas qui est cité dans le livre, qui consiste à gravir l'Everest et à redescendre et rentrer chez soi, dans les gens qui doivent être satisfaits, on va trouver le gouvernement népalais qui va émettre des visas et qui, bien entendu, s'attend à ce que l'on satisfasse un certain nombre de choses, à savoir les renseigner, remplir des formulaires, faire une demande pour pouvoir venir dans le pays, expliquer pourquoi on vient dans le pays. Une fois que c'est fait, on peut considérer que ce participant par rapport à l'événement est un intervenant participant qui n'est pas prioritaire et qu'il faudra bien sûr adresser, mais qui, si on fait administrativement le nécessaire, sera facilement écarté. Deuxième type de participant représenté en bas ici sur la partie informe, c'est par exemple mon employeur. Si je prévois de partir au Népal, d'y rester un certain temps, de monter en haut de l'Everest et de redescendre, le moins que je puisse faire, c'est bien sûr de poser des congés, donc ça c'est ce qui doit être satisfait, et de l'informer du fait que je vais partir, et il a peut-être un certain nombre de dispositions à prendre par rapport à son activité, puisque nous sommes en interaction et que donc il y a un impact sur son activité liée à l'événement et à l'activité que je vais déployer si je veux gravir l'Everest et rentrer chez moi ensuite. Troisième population représentée en bas à droite, c'est la population qui doit être engagée, qui doit être informée, par exemple mes proches, mes collaborateurs, mes amis, ma famille. La manière de pouvoir les adresser consistera peut-être à les informer que je souhaite gravir l'Everest et redescendre, à les informer au fur et à mesure du voyage, de mon arrivée au Népal, du fait de partir vers le camp de base, et du fait qu'il est prévu qu'il y ait par exemple une période de communication qui sera rendue impossible en termes de transmission pendant 2 ou 3 semaines, le temps de monter en haut de l'Everest, peut-être moins, peut-être plus, en fonction de mes capacités. Voilà. Ça permet du coup de s'apercevoir qu'il y a un certain nombre de stakeholders, de participants, représentés ici par les petites fiches qui sont vertes, roses et jaunes, et qui sont ceux qui sont particulièrement clés vis-à-vis de l'événement. En particulier, celui qui est représenté graphiquement ici, c'est le Sherpa, ou les Sherpas. Sans Sherpa, on peut toujours se rendre au Népal, on peut toujours organiser l'événement, on peut toujours prévenir son employeur, sa famille, le gouvernement pour obtenir un visa, mais si l'expérience des Sherpas fait qu'ils ne participent pas à l'événement ou qu'ils s'arrêtent en cours d'événement, eh bien l'événement va cesser tout simplement parce que si le matériel n'est pas déplacé depuis le point d'arrivée vers le camp de base et du camp de base vers les différents camps en altitude jusqu'au sommet, eh bien il ne sera pas possible de gravir l'Everest et de pouvoir atteindre son objectif, mais également de redescendre dans de bonnes conditions pour pouvoir finalement rentrer chez soi. Voilà. Donc, cette grille de lecture est une grille de tri également, qui permet de lister dans un premier temps l'ensemble des participants à un événement, de définir en amont, pour identifier ces participants, ce qu'est l'événement, ce qu'il doit apporter, de pouvoir avoir à l'esprit le changement qui va être généré, on y vient dans un instant, et d'organiser par rapport à un nombre d'intervenants ou de participants qui est relativement élevé, une sélection assez drastique pour pouvoir se concentrer sur ceux qui sont absolument indispensables pour la réalisation de l'événement. En partant de ce point-là, ce qu'on va ensuite appliquer pour chacun de ces participants à l'événement, c'est une carte d'empathie. Donc les cartes d'empathie qui vous sont présentées sur YouTube et qui sont bien connues de ceux qui ont lu le Value Proposition Design, qui est un livre assez intéressant, sont disponibles sur la petite adresse Google qui est là. Donc vous avez une URL courte, vous pouvez mettre cette vidéo en pause pour la noter et la reproduire ensuite. Donc on ne va pas expliquer comment fonctionnent les cartes d'empathie, ce serait trop long. En revanche, elles sont indispensables pour pouvoir se poser le questionnement de, concernant chaque participant à un événement, qu'est-ce qu'il voit, qu'est-ce qu'il entend, qu'est-ce qu'il pense, quel est son comportement, qu'est-ce qu'il ressent, quelles sont ses problématiques et quelles sont les choses qu'il attend d'une manière générale, pour pouvoir les appliquer à l'événement en matière de remplissage des attentes, du fait d'adresser les attentes des différents participants.
Sur cette base, si on se représente visuellement, comme par exemple à l'intérieur d'une salle, les 3 grandes étapes de la méthodologie décrite dans le livre Event Design Handbook, on va représenter ça sous forme de 3 murs et pouvoir travailler, grâce à des posters et des post-it, sur un premier mur qui est le mur du changement. Donc on l'a vu, on est passé par cette première phase qui est on liste l'ensemble des événements, on va lister l'ensemble des intervenants, appliquer une grille de lecture pour faire une sélection. Une fois cette sélection réalisée, on passe en mode empathie, à savoir cartographie de ce que chacun des profils d'intervenants attend de l'événement, ce dont il a besoin d'une manière générale dans la vie, de façon à pouvoir se dire eh bien, si cette personne cherche par exemple à s'informer, s'acculturer sur un sujet, le but de l'événement en termes de changement, c'est de l'avoir informé sur des sujets, de lui fournir un certain nombre de bases pour pouvoir continuer à s'informer, et peut-être de faire la connaissance d'autres personnes qui sont intéressées par le même sujet, que la personne rencontrera dans le cadre de l'événement, ou qu'elle découvrira dans le cadre de l'événement, ce qui lui permettra à la fois de se sentir mieux, de se sentir moins niais par rapport à un événement, moins vert, et de pouvoir progresser d'une manière générale. Donc la deuxième étape, qui est le cadrage, the frame, par rapport à l'événement, va utiliser ce modèle en 14 cases qui est le Event Design Canvas. Cet Event Design Canvas devra être appliqué à chacun des participants sur lesquels on se concentre, suite à la sélection qui a été effectuée dans la première étape, le change. On a donc ici un code couleur pour indiquer que en vert, en rose et en jaune, chaque participant va être passé au crible de ce tableau, de ce cadre, qui permet de définir ses attentes, ce qui va se passer en amont de l'événement, ce qui va se passer en aval, et du coup la concentration sur que faut-il réaliser dans le cadre de l'événement pour pouvoir lui donner satisfaction, avant de passer à la phase suivante. Alors, le cadre est présenté dans différentes vidéos qui sont disponibles sur Vimeo et sur YouTube. Donc, je vous recommande de mettre la vidéo en pause pour noter les URL de ces différentes vidéos. Vous en trouverez plusieurs sur YouTube, quelques-unes interconnectées sur Vimeo. Nous n'adressons pas en détail les usages et les us et coutumes autour de ce canvas. On va simplement regarder sur les 14 cases qui le composent ce qu'il reste à faire. Donc, dans ce cadre, voilà une vue d'ensemble de ce cadre, de ce canvas en 14 cases, qui permet de travailler sur les 3 niveaux, les 3 étapes de la méthodologie décrite dans Event Design Handbook, le changement généré par l'événement, le cadrage de ce qui se passe dans le cadre de l'événement, qui va permettre de réaliser ce changement, et le design, à savoir la conception, la mise en œuvre, ou en tout cas le fait d'organiser l'ensemble des éléments qui sont nécessaires pour pouvoir produire un parcours d'expérience pour les différents participants à l'événement, et la mise en œuvre de tout un tas d'étapes qui doivent s'enchaîner, qui sont ce qu'on appelle la conception pédagogique. Alors, en se focalisant sur le changement qui doit avoir lieu, la première case sur laquelle on travaille, le premier domaine sur lequel on travaille, c'est le comportement. C'est-à-dire que lorsqu'un participant, et donc ça doit être fait pour chacun des participants, cette grille de lecture et cette grille d'évaluation permet de dire quel est le comportement en entrée par rapport à l'événement. Comment est-ce qu'on peut décrire le comportement du participant? Quelles sont ses compétences au moment où on va le mettre en regard de l'événement? Quel est son niveau de connaissance? Quelle est son attitude? Quelles sont ses connexions? Que dit-il? Que fait-il? Quel est son comportement vis-à-vis des autres? Quelle est son attitude en public? Quelle est son apparence? Deuxième point qui est adressé ensuite, ce sont ses problématiques, ses douleurs, ses pains en anglais. Quelles sont ses peurs? Quelles sont ses frustrations à cet intervenant? Quels sont les obstacles pour cet intervenant? Dans la vie en général, dans ses activités, dans ce qu'il fait. Le but étant de se dire, si c'est comme ça qu'il vit, si c'est ça qu'il ressent, qu'est-ce qu'on peut lui apporter grâce à l'événement? Qu'est-ce que l'on peut changer? Qu'est-ce qui le rend malade? Qu'est-ce qui l'inquiète? Qu'est-ce qui finalement l'empêche de dormir la nuit? Ce sont là les questions qu'il faut se poser pour adresser ce deuxième point. Troisième point considéré, les attentes. Quelles sont les attentes du participant?
sur la base éventuellement d'expériences antérieures, d'autres événements, des événements que nous organisons qui sont du même type ou des événements organisés par d'autres personnes. Quels sont les événements précédents auxquels il a pu ou il aura assisté. Et il est peut-être régulièrement client d'un fournisseur d'événements. Si nous souhaitons l'amener vers une recherche, eh bien, il faut se poser la question de qu'est-ce qu'il trouve ailleurs, qu'est-ce que l'on doit au minimum reproduire et qu'est-ce qu'il faut améliorer pour lui donner envie d'assister aux événements que nous organisons plutôt que d'autres événements qui se passent ailleurs. Que dit-on sur les médias sociaux par rapport au type d'événement ou à l'événement que nous sommes en train d'organiser? Et qu'est-ce que ce participant peut apprendre, entendre, reçoit comme message marketing à propos de l'événement sur lequel on travaille? Quatrième point, qui est cette fois-ci plutôt en aval de l'événement et non plus en amont, c'est quel est le comportement de notre participant en sortie de l'événement. En conséquence de cet événement, pour aller à cet événement, quelles nouvelles compétences il a acquis lors de l'événement, quelles nouvelles connaissances, quelle nouvelle attitude, ou quelle différence dans son attitude va avoir lieu si on réussit le job de l'amener à changer. Quel type de connexion a-t-il acquis, quel type de nouvelles informations, sources d'informations, etc., etc. Quelle va être, à l'issue de l'événement en sortie, son attitude en public? Comment est-ce qu'on décrit son apparence? Et que dit-il et que fait-il différemment à l'issue de l'événement? Donc ça représente deux états qui sont ce qui se passe, c'est la colonne de gauche avant l'événement, ce qui se passe, la colonne de droite, à l'issue de l'événement. Première case, sortie de l'événement. Deuxième case qui est considérée, c'est les gains, hein, les apports que l'événement doit faire. Donc pour cela, il faut se poser la question, avant de se dire voilà ce qu'apporte l'événement, ça sera la promesse qui viendra tout à l'heure, c'est qu'est-ce qu'attend le participant? Qu'est-ce qu'il a à l'esprit? Et peut-être est-ce qu'on peut adresser tout ou partie de ses attentes. Donc, qu'est-ce que cet intervenant souhaite? De quoi est-ce qu'il a besoin? À quoi est-ce qu'il pense? Qu'est-ce qui remplit ses rêves? Qu'est-ce qu'il désire désespérément avoir ou obtenir? Quels sont les bienfaits qu'il recherche? Septième point, sa satisfaction. C'est le niveau d'étoile. Hein. C'est quelle est l'interprétation subjective de l'expérience offerte par l'événement, par le participant. Qu'est-ce que le participant va, suite à l'événement, raconter, partager, dire à ses amis, à sa famille, à ses collègues au sujet de l'événement? Comment est-ce qu'il qualifiera cette expérience? Encore une fois, c'est ce que l'on projette, hein. Ce n'est pas forcément la réalité ou ce que les gens ont l'habitude de faire, c'est ce que l'on veut obtenir. Se représenter ce que l'on souhaite obtenir, l'action que l'on souhaite avoir, permettra de savoir, en créant le delta entre ce qui se passe aujourd'hui et ce que l'on veut obtenir, ce qu'il est nécessaire de faire au milieu pour créer le changement dont on parle ici. Donc, en matière de satisfaction, quelle est l'interprétation subjective de l'expérience offerte par l'événement? Que dit-il à ses amis, à sa famille? Comment est-ce qu'il qualifierait son expérience? Qu'est-ce que les intervenants communiquent vers les médias sociaux à propos de l'événement, après l'événement? Comment est-ce qu'il évalue son expérience par rapport à d'autres expériences, plus ou moins similaires? Comment l'expérience influence-t-elle sa prise de décision concernant de futurs événements et de futures expériences? On passe ensuite à la partie qui est le cadrage. Donc le cadrage par rapport à l'événement se fait en fonction de la bonne compréhension que l'on a, de la représentation que l'on a, de ce qui se passe en amont de l'événement, de ce qui se passe en aval de l'événement. Donc pour ça, ce qui est représenté ici, c'est une plante qu'il a fallu planter. Donc on a planté une graine et quelque chose s'est produit. Donc finalement, ce que l'on demande aux participants par rapport à l'événement, ce que l'on doit lister ici, sous forme de post-it, d'idées que l'on va stocker, c'est quel est son engagement. Quel est l'investissement non monétaire que l'intervenant fait, qu'il soit tangible ou intangible, pour aller à cet événement, pour assister à cet événement? Quel sacrifice doit-il faire pour assister à cet événement, en termes de temps, en termes de compromis, en termes de coûts, ou en matière d'opportunité? Autrement dit, par exemple, quelqu'un qui va venir à l'événement, parce qu'il a lieu en soirée, cet événement ne pourra pas passer sa soirée avec des amis ou en famille. Il faut se représenter ce qui
d'une manière typique ou très particulière, parce qu'on sait exactement que l'événement vient en choc avec l'agenda d'une personne, que cette personne avait prévu de se rendre quelque part ou de faire quelque chose, qu'elle ne pourra pas le faire. Donc si on se rend compte qu'elle doit investir, qu'elle doit s'engager d'une certaine manière, qu'est-ce qu'on va lui donner en regard de ça? Et c'est le point suivant, à savoir, pour chacun des intervenants qui est en interaction avec l'événement, quel est le retour pour cet intervenant? Qu'est-ce qu'il emporte à l'issue de cet événement? Qu'est-ce qu'il a appris à l'issue de cet événement? Qu'est-ce qu'il attend en retour du fait d'aller à cet événement, de participer à cet événement? On a là, pour l'instant, travaillé sur plutôt le côté ressenti, émotionnel. On va adresser maintenant, ce sont les petites étiquettes qui sont dessinées là, sur le visuel, le coût. Quels coûts matériaux et services pourraient être échangés pendant l'événement? Que faut-il pour que quelqu'un se rende à l'événement? Si l'événement a lieu à l'autre bout de la France ou à l'étranger, eh bien ça veut dire qu'il faut considérer que une des barrières pour aller vers l'événement, une des choses qui va coûter, c'est se payer un billet d'avion, se payer une nuitée d'hôtel, verrouiller 2 ou 3 jours dans son agenda pour pouvoir assister à l'événement, pour pouvoir participer à l'événement. Tout ça est à prendre en compte. Que faut-il pour que quelqu'un apporte son histoire, ses biens, son message, ses collaborateurs ou son service à l'événement? En particulier si c'est un intervenant au sens un speaker, quelqu'un qui va être un présentateur. Donc il y a un coût pour le public, si c'est une conférence, il y a un coût pour les présentateurs, il y a un coût pour l'ensemble des intervenants, mais là on se concentre sur les intervenants un par un. Et bien entendu, s'il y a un investissement, s'il y a un coût, ce qui va être intéressant, c'est de regarder le revenu pour un intervenant. Ce que l'événement apporte en argent ou en business à une partie prenante, à un participant à l'événement. Quels sont peut-être à l'issue de l'événement les flux et les revenus financiers qui sont liés à l'événement pour un intervenant donné? C'est la question qu'il faut se poser. Le point suivant qui est adressé, c'est pour chacun des intervenants, quel est son job? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il doit faire lui, d'une manière générale? Qu'est-ce qu'il attend au-delà de purement ses attentes? Quel est le job que l'intervenant essaie de réaliser? Quelles sont les tâches qu'il essaie de réaliser? Quels sont les problèmes qu'il essaie de résoudre? Quels sont les besoins qu'il essaie de satisfaire? Voilà, qu'est-ce qu'il y a dans sa to-do list? Et si on a bien compris ça, on doit pouvoir lui dire, en termes de promesses, c'est la promesse, le paquet cadeau, comment cet événement crée de la valeur pour l'intervenant. Donc le package, la promesse, ce que nous on va lui proposer, ce qui va lui donner envie de venir, ce qui va lui permettre de passer outre toutes ses attentes, les investissements nécessaires, etc., c'est le fait que l'événement lui apporte une certaine valeur, qui peut lui apporter en termes d'avantages pour cette partie prenante. Quelle est la contribution qu'il doit réaliser et en quoi est-ce que ça va lui apporter de la valeur? Comment est-ce que l'événement lui permet de faire son travail? Cette promesse qu'on lui fait, en quoi soulage-t-elle ses douleurs, ses craintes, ses attentes ou ses besoins d'une manière générale? Voilà. Il va donc falloir ensuite se poser la question de la manière dont on va lui permettre de réaliser tout ça. Alors, c'est précisément la partie qui est comprise dans la troisième phase de cette méthodologie, qui est le design de prototypes. Donc on va designer un ou plusieurs prototypes, un ou plusieurs événements, et pour chacun de ces événements, on va se concentrer en fait sur les 2 étapes que voici. La première étape, qui est donc la 13e dans l'ensemble de la méthodologie, c'est le design, la conception du parcours d'expérience, du parcours émotionnel qui va avoir lieu. Donc quels sont les moments d'interaction que l'on définit, que l'on organise en tant qu'organisateur de cet événement, avant l'événement, pendant l'événement et après l'événement. Comment cette expérience forme-t-elle le changement de comportement qui est visé par l'événement, par l'expérience qu'on est en train d'organiser? Dans quelle mesure est-ce qu'on peut fournir une expérience meilleure que prévu,
Ça, c'est surtout lorsqu'on va revisiter par rapport à des événements, la lecture du résultat par rapport à ce que l'on escomptait obtenir. Et il faudra pouvoir faire évoluer, là encore, ce parcours d'expérience pour pouvoir améliorer l'expérience. Et donc, il va falloir organiser, et ce sont des composants du parcours d'expérience, les moments forts pour chacun des intervenants donnés. L'accueil, la conférence, dans l'ensemble des conférences ou dans l'ensemble des prises de parole, si c'est une conférence, certains moments, si c'est un lancement produit, qu'est-ce qui va se passer, quelles sont les étapes et comment à chacune des étapes on essaie d'avoir une expérience utilisateur qui soit la meilleure possible pour lui donner satisfaction et monter son niveau de satisfaction émotionnelle le plus haut possible. Enfin, 14e et dernière étape de cette méthodologie, la conception pédagogique, à savoir quel est l'ensemble, le séquencement de tout ce qui doit être réalisé pour pouvoir créer ce changement. Quelles informations les parties prenantes doivent-elles apprendre? Est-ce qu'elles doivent être formées à quelque chose en amont? Est-ce qu'on doit leur mettre en main un certain nombre d'outils pour leur permettre de profiter de cet événement dans les meilleures conditions et d'en retirer le maximum de bénéfices? Il faudra se poser dans ce cadre-là, de la conception pédagogique, la question de quelle manière est-ce que le participant peut-il le mieux apprendre? Est-ce qu'il faut une prise de parole? Est-ce qu'il faut lui présenter une vidéo? Est-ce qu'il faut lui raconter une histoire? Est-ce qu'il faut utiliser des métaphores? Est-ce qu'il faut adapter son vocabulaire parce qu'on a un ensemble de participants qui ne parlent pas tous de la même manière, de la même chose? Ce sont les questions qu'il faut se poser. Comment est-ce que l'information qu'on va lui transmettre peut être le mieux retenue? Quel type de compétences et de connaissances faut-il acquérir? Et donc, comment les transmettre à un intervenant? Que doit connaître l'intervenant? Quelle attitude doit être changée, modifiée? Qu'est-ce qu'on doit faire évoluer? Et finalement, comment est-ce que tout cela se reflète dans le planning et le programme de l'événement? Voilà, on a adressé les 14 étapes qui sont décrites dans le Event Model Design Handbook, qui est disponible dans toutes les bonnes librairies, que vous pouvez acheter en ligne sur la FNAC, sur Amazon, etc. Et par rapport à cette méthodologie, si vous avez des questions en tant qu'ambassadeur, en tant que veilleur InnoScherche, eh bien vous pouvez me contacter ou contacter les responsables de Think Tank, les ambassadeurs d'InnoScherche. Mon email est frédéric.laporte@innocherche.fr et vous avez mon numéro de téléphone mobile qui est à votre disposition. À très bientôt, j'espère. Et merci pour votre attention.